another panel who is chaired by someone who I'm sure loves my red pin here on the SDG number 5 on women and sustainable development. And the chair of that panel, and I invite all the members of that panel, including the chairwoman, Anne Barr, to come on the podium. Anne Barr has been coordinating the Gender and Climate program for the European Network of Women and Climate Forum for many years, and I will now see the responsibility of the rest, and we will see the video on the Vesdre floods a little later. Thank you very much. Merci Jean-Pascal. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Mesdames et messieurs, je suis vraiment très heureuse d'appeler maintenant sur ce podium les acteurs non étatiques pour le panel renforcer la stratégie d'adaptation de l'Union européenne et en particulier mettre en œuvre ce pacte européen de manière concrète. J'appelle donc sur le podium M. Andreas Wolter, maire de Cologne, également président de Climate Alliance et membre du Covenant of Mayors, M. Tom De Schutter, qui est directeur de l'Union des villes et communes de Wallonie, M. Peter Schmidt, président de la section NAT du CESE, du Comité économique et social européen. Voilà, nos intervenants montent graduellement sur le podium. Madame Christine Mailly, qui est secrétaire générale du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Bienvenue et prenez place. Monsieur Sven Harmeling, responsable des politiques climatiques de Cannes Europe, le plus grand réseau d'organisations environnementales sur le climat de notre région européenne. Et enfin, Madame Sylvie Makers, DG de Canopea. Et enfin, Madame Adeline Rocher, de Corporate Leaders Group Europe. Bien. Nous pouvons applaudir tous nos panélistes et je vais prendre place ici. Merci d'être venu ici pour témoigner de votre action et également nous faire part de vos attentes dans le cadre de ce sommet, de vos attentes vis-à-vis de l'Europe notamment pour cette mise en œuvre du pacte européen. Comment renforcer cette stratégie d'adaptation de l'UE, être plus ambitieux, être plus holistique, avoir notamment une approche sociale plus prononcée, une approche genre. J'ai été heureuse d'entendre Jean-Pascal van Iverley mentionner cette priorité, qui est également une priorité de l'Europe, pas toujours mise en œuvre de manière concrète et surtout croisée avec les politiques climatiques. Je pense qu'au niveau de l'échelle locale, il y a beaucoup que l'on peut faire. Je vous demanderai de rester simplement dans vos sièges de façon à ce qu'on puisse avoir un débat plus avec plus d'interaction. Et je vais donc démarrer par Monsieur Andreas Wolter. Vous êtes maire de Cologne. J'espère que l'animation en français fonctionne bien. Nous avons des traductions. Vous êtes également président de Climate Alliance, un grand réseau qui met en lien des villes, des municipalités avec des peuples autochtones. Cette prise de conscience justement de la nécessité d'un travail collectif à toutes les échelles et en reliant toutes les populations de cette planète. Vous êtes membre de la Convention des maires. J'aimerais savoir comment la ville de Cologne, en termes de planification urbaine, intègre la conception durable, les espaces verts pour améliorer la résilience climatique et créer des quartiers adaptatifs, habitables. Comment vous prenez en compte cette dimension à la fois écosystémique et sociale? Et en tant que président de Climate Alliance, comment ces initiatives qui
qui visent à partager des connaissances sont-elles mises en œuvre dans le réseau. Donc, non seulement la ville de Cologne, mais bien sûr aussi comment cette ville interagit à l'intérieur du réseau Climate Alliance et quelles sont les initiatives qui sont mises en place. Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Je vais parler en anglais parce que mon anglais c'est un peu mieux que le français. Je suis né à la frontière belge entre Elsenborn et Vogelsang. Peut-être les Belges connaissent entre le militaire, mais my English is a little bit better. So thank you for joining this conference since we met 2022 in Nantes, and improving climate resilience and creating livable neighborhoods are directly interwoven with fair and equitable ways of living. This is very important for Cologne. Due to the increasingly occurrence of extreme weather events, we need to orientate to use our space in our city, including the soil, and to handle heavy rain or heat. It was, some of the speakers told it before, the heavy floods we had in Liège, in Belgium, as well as in Germany 2 years ago. And now we know climate change is very, very expensive. Protecting citizens from the adverse effect of heat islands, such as installing shading using trees, but also to adopt infrastructure in city centers where the effect of the most prominent is why we need climate-adapted planning. Cologne integrates green spaces in sustainable design. So we have a Masterplan Green, to save all the green spaces for the city development. That was hard in a growing city with housing, industry, to save the green spaces. The administration has drawn up and the city council adopted a heat action plan for the city. And parks, street greening, greening buildings and urban green spaces have thus been given an additional function for shading and evaporation. By providing municipal funding, the city is trying to create incentives so that homeowners get actively involved in greening their homes. The heat action plan also includes behavioral measures and informative education, especially for vulnerable population like elderly people. The counteract heavy rain events are trying to implement the idea of sponge city. If possible, the surface have left unsealed. So in long term, new standards and regulations are required for a design of spas, squares, house fronts, roofs in the city in order to be able to take the idea of rainwater infiltration, inner city cooling into account. Gradually parks, sport fields, playgrounds are being designed and set up to collect rainwater. The first pilot measures are already been implemented. You asked for the covenant. Exactly 15 years ago, the European Commission launched the Covenant of Mayors for Climate and Energy Initiative when the first covenant ceremony took place. Since then, we mobilized more than 11,000 cities and towns across Europe to plan action of reducing emissions, increasing resilience, and adapting to climate change while also addressing energy poverty. The initiative has mobilized organizations and agencies at regional and national levels and to support local authorities in their climate change and transitions. It has facilitated the link between various levels of governance, between EUC policy and local actions. Adapting to climate change is one of the 3 pillars of the Covenant. In the past 2 years, the Covenant engaged with hundreds of cities practitioners through policy support facility and adaptation program, to accelerate by supporting local authorities to implement
effective adaptation measures. So to put local climate change adaptation front and center throughout Europe, the Covenant organized 12 national adaptation workshops for local authorities. I would like to say a few words also to Climate Alliance. That's a network, has an important role to bridge for municipalities towards the European Commission. So climate change is the largest European network dedicated to climate action, local solution. We are now 2,000 members in 25 countries, at least also from Ukraine. So the last city was Kalush. You know the Kalush Orchestra, which won the song contest 2 years ago. And in 2017, Climate Alliance passed a resolution on implementing adaptation to climate change at local level, recognizing that local authorities need to anticipate the adverse effects of climate change to become more resilient on unavoidable impacts, and that many local authorities did not have adaptation strategy in this phase. Last year, climate change has changed by supporting its members in setting up adaptation plans and mainstreaming adaptation in city administrative for city planning. So we also we promote nature-based solution approaches of broader connectivities to natural, social, and economical process, recognizing that this transition cannot come at the expense of social cohesion. So legislative frameworks need to support municipalities because municipalities have often lack of financing and staff to plan the amended necessary measures. So for the sake of social security, for peace, adaptation, and climate change, it should be a major focus for the next EU institution. And it is important that Fit for 55 has to continue also in the next phase. And one last sentence, perhaps I would like to say, we, as local European and worldwide networks, we don't have to be only part on hearings. We have to sit at the negotiation table of European Union, also at the UN, and not only part of hearings. That's not good. So thank you for explaining a little bit what the Covenant of Mayors, what the City of Cologne, what Climate Alliance is doing. Thank you for being here. Merci, Monsieur le maire. Merci à vous d'avoir fait le déplacement depuis Cologne. On voit une ville connectée avec d'autres grands réseaux européens, une ville connectée avec le monde. J'aimerais maintenant demander à Monsieur Tom De Schutter de nous donner son expérience en tant que directeur de l'Union des villes et des communes de Wallonie pour avoir un focus sur le territoire sur lequel nous sommes et qui nous accueille aujourd'hui. Quelles leçons, justement, ont-elles été tirées de ces catastrophiques inondations au sein des villes et des municipalités? Comment éclairent-elles aujourd'hui les stratégies d'adaptation et de résilience? Comment est-ce que les populations de ces villes réagissent aux propositions politiques et sont-elles intégrées dans ces propositions? Et face au risque d'inondation notamment, quelle est la place de solutions écosystémiques de façon justement à créer des infrastructures qui peuvent absorber cet excès d'eau et réduire la vulnérabilité? Voilà, beaucoup de questions en une, je vous donne la parole. Voilà, bonjour à tous, merci. Je vais essayer de répondre effectivement à toutes les questions sans être trop long pour éventuellement pouvoir avoir un moment d'échange. Ce qui me paraît important de souligner, peut-être pour commencer, c'est que effectivement, la Wallonie a connu des inondations comme l'Allemagne assez catastrophiques en 2021, mais ce n'était pas le début du chemin pour les villes et communes en Wallonie et certainement ailleurs
par rapport à la lutte contre le changement climatique. Je pense que les inondations ont simplement démontré l'urgence de l'action en la matière et peut-être la nécessité d'accélérer certainement le mouvement par rapport à la lutte contre les changements climatiques et effectivement mieux adapter le territoire à ces différentes réalités, puisque on l'a largement évoqué ce matin, les inondations ne sont que un des effets des changements climatiques auxquels on va devoir faire face. Et c'est clair que la manière dont cette prise de conscience, assez dramatique d'ailleurs, cette prise de conscience s'est faite en Wallonie, a amené effectivement à tout un panel d'actions, notamment en matière de gouvernance, pour accélérer cette question de l'adaptation au changement climatique. Je dirais qu'on a quand même pu constater lors de ces événements catastrophiques une impréparation assez manifeste des villes et communes par rapport à la gestion des effets. Et ça a amené certainement un certain nombre d'actions pour travailler à une autre échelle, d'une part, et puis renforcer aussi l'action concrète sur le terrain. Je pense que les villes et communes en Wallonie, et comme ailleurs en Europe, et le maire de Cologne vient évidemment de l'évoquer, ont un panel d'actions et de leviers à leur disposition pour avancer. Les solutions évidemment inspirées de la nature sont importantes dans ce panel de solutions, mais évidemment pas que. Et donc les besoins d'orienter les politiques locales, les politiques nationales, régionales et européennes pour mieux prendre en compte les besoins des communes sont évidemment essentiels. Et je reviens à cette question d'impréparation qui nécessite un point d'attention assez particulier pour les villes et communes, me semble-t-il. C'est la question des compétences qui sont à leur disposition pour avancer. On évoque la mise en place de réseaux d'échange et ça nous semble effectivement essentiel parce que les villes et communes n'ont pas la capacité aujourd'hui d'intégrer toutes les compétences transversales qui sont nécessaires pour adapter correctement leur territoire. Et donc il y a toute une série effectivement d'outils stratégiques qui doivent se mettre en place, qui doivent prendre en compte les questions d'adaptation, mais qui doivent aussi pouvoir se faire de manière éclairée. Et cette question des compétences, des échanges de solutions, la question du financement, évidemment, de la mise en place de ces solutions sont essentielles et nécessitent une réflexion urgente et la mise en place de solutions rapides à cet égard. Alors, vous parlez de financement, vous mettez le doigt justement sur un sujet très important, quelquefois un peu épineux. Je voudrais maintenant passer la parole, pour rester à cette échelle locale, à Madame Christine Mailly. Vous êtes secrétaire générale du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Dites-nous quelles sont les garanties à mettre en place pour que les politiques d'adaptation contribuent à une Europe plus juste. Comment mettre en œuvre concrètement, je pense que c'est important qu'on rentre dans le concret quand on parle de ce pacte vert, une politique d'adaptation qui intègre la justice sociale. Comment prendre en compte de manière intersectionnelle toutes les injustices aujourd'hui existantes, les personnes précarisées et cette précarité qui augmente. Je vous donne la parole. Merci. D'abord, merci de m'avoir invité et merci d'associer les réseaux de lutte contre la pauvreté, parce qu'à travers moi, il y a le réseau belge de lutte contre la pauvreté aussi, au panel d'ouverture. J'espère que précisément, ça augure l'intensification de la nécessaire analyse transversale, mais pas seulement l'analyse, de la nécessaire action pour se saisir des enjeux climatiques, pour réduire les inégalités, parce que
Si la vision n'est pas de se saisir des enjeux climatiques pour réduire en même temps les inégalités, alors je crois qu'on va dans le mur par rapport à la possibilité d'opérationnaliser les réponses, mais aussi on va dans le mur en allant vers une aggravation des inégalités évidentes. Quand on parle d'adaptation au plan climatique ici, on se dit, bon, quelles sont les solutions N'oublions pas que les populations les plus vulnérables, donc économiquement et socialement faibles, les populations à l'égard desquelles les droits de base pour l'existence en amont des problèmes climatiques ne sont pas rencontrés. Je vais y venir très concrètement. Eh bien, elles sont déjà dans l'adaptation de survie permanente par rapport aux droits de base qui ne sont pas rencontrés. Et certains de ces droits de base non rencontrés sont fortement en corrélation avec les enjeux climatiques. On peut prendre l'exemple de la mobilité. Les gens ont la peur dans le ventre de que va-t-il se passer en termes de mobilité demain pour moi, si en effet les solutions collectives ne sont pas rencontrées et si par contre on m'accable au niveau d'un véhicule individuel lorsque j'en ai absolument besoin, alors que par ailleurs on n'empêchera pas éventuellement une flotte de véhicules d'exister parce qu'ils seront de modèles électriques, etc. Et que certains qui en ont les moyens pourront prendre ce tournant-là alors que les autres seront laissés à l'abandon. Mais on peut en parler au plan énergétique et du logement. C'est intimement lié, la question du logement et de l'énergie. On sait à quel point le logement est producteur de CO2. On sait à quel point la réalité de la précarité énergétique frappe certains. Qui seront les bénéficiaires de l'évolution du logement demain? Qui seront les bénéficiaires d'une évolution en termes d'avoir droit à un logement, pas n'importe quel logement, qui sera peu énergivore et qui rencontrera donc les enjeux climatiques. Autrement dit, qui sera une aide pour le portefeuille des gens, pour l'enjeu climatique et pour la santé des gens. Parce qu'être mieux logé, avoir une mobilité meilleure, on l'a dit tout à l'heure, c'est une santé moins impactée. Et on sait que ce sont ceux qui sont dans l'adaptation de la survie aujourd'hui, c'est-à-dire d'être dans le trop peu de tout pour s'en tirer, qui ont déjà la santé la plus affectée. Et on l'a vu par les inondations dans nos régions, et ça a été dit tout à l'heure, qui sont les plus frappés par les conséquences des transformations climatiques. Alors, il y a les inondations, mais il y a la chaleur, il y a la sécheresse, etc., qui atteint des gens en difficulté fortement. Donc, comment fait-on pour se dire que l'orientation des visions, l'orientation des budgets, l'orientation des manières d'implémenter les solutions cherche à rencontrer, non pas à la marge, mais en priorité, ces populations-là, et en mettant à contribution l'ensemble de la société civile. C'est ça le cœur pour moi du débat, et c'est ce qui nous relie d'ailleurs très fort et qui fait que les réseaux de lutte contre la pauvreté ont intensifié fortement, depuis tous les événements qui se sont passés, leur recherche de relations avec les acteurs environnementaux et climatiques, et cherchent toujours partout à mettre le pied dans la porte, dans le champ politique, pour pouvoir être associés à égalité. Et ça, on n'y est pas encore. À égalité avec les acteurs du champ économique, du champ financier, du champ de l'entreprise, du champ des enjeux climatiques et environnementaux. On doit sortir du fait de prendre la réduction des inégalités dans le champ climatique comme quelque chose qu'il faudrait traiter après et à la marge. Je pense que ça, c'est une erreur fondamentale d'analyse du problème et donc d'implémentation des solutions et d'orientation des moyens et des budgets. Et ça me paraît vraiment très, très, très important. Je vous parlais de santé, je vous parlais de logement en lien avec l'énergie, mais les gens pourraient vous parler aisément du droit à l'alimentation et à une alimentation saine, tout comme on pourrait parler de ceux qui, dans le monde agricole, et ce n'est pas tous, crèvent de misère, hein, j'ai envie de dire, pour produire bien. Et donc qui sont aussi affectés par la pauvreté. Mais on pourrait parler des emplois aussi. Vous avez vu comme moi les militants qui militent par rapport à l'aéroport de Liège et contre une extension du type de modèle Alibaba. Mais comment les gens ne pourraient pas-ils avoir la peur dans le ventre de voir les enjeux climatiques à rencontrer si on n'entend pas qu'il faut réfléchir une politique de l'emploi qui soit aussi orientée vers ce qui est nécessaire demain, dans la proximité, dans le local, et qui soit accessible à ceux-là. Sans quoi, comment faire comprendre aux gens qu'il y a des modèles aujourd'hui pour lesquels ils travaillent qui sont le contraire de ce qu'on discute aujourd'hui et qui vont continuer à provoquer de la destruction. Donc il faut pouvoir
apporter les réponses, donc pas mettre la charrue avant les bœufs, j'ai envie de dire. Or, souvent, on demande aux gens qui sont en grande difficulté d'attendre, et d'attendre encore, et d'attendre d'arriver après. Alors, il y a des pistes, et on sent qu'il y a des ouvertures. On est arrivé, à travers la coalition climat, à construire un pacte logement-énergie. Nous, on l'a étendu en Wallonie à un pacte logement-énergie pour les portefeuilles plats, avec des propositions concrètes. Il faut que tout ça puisse se retrouver autour de la table. Et monsieur disait tout à l'heure, nous devons être autour de la table. Eh bien, les représentants de ces populations-là et ces populations-là doivent être autour de la table. C'est absolument impératif si on veut s'en sortir. Et on ne peut plus se satisfaire de réponses éducatives. Aujourd'hui, la tendance vers le monde populaire, le monde désargenté, c'est de dire on va leur apprendre. On va leur apprendre à bien cuisiner, on va leur apprendre à calfeutrer leurs fenêtres, on va leur apprendre, etc. Ok, tout le monde doit apprendre, mais il y en a dans toutes les catégories sociales qui doivent apprendre, et bien largement. Eux, ils ont d'abord besoin d'être rencontrés dans leurs droits, ces droits fondamentaux que je viens de citer, en rapport avec le climat. Si on ne rencontre pas ça, on va vers un choc culturel de rejet. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont subi les inondations chez nous, et heureusement, il y a eu du soutien. On ne crache pas dans la soupe, le gouvernement a bougé, les acteurs locaux, la solidarité des habitants a agi, etc. Mais des personnes ont perdu leur logement, le seul logement qu'ils avaient, ou leur logement social, et aujourd'hui n'ont pas encore retrouvé de logement. Compliqué de ne pas créer du climato-sceptisme dans ces conditions-là, très compliqué. Je vous arrête juste une minute, c'est passionnant, et vraiment je vous félicite pour... Cela rejoint bien, je dois le dire, et là je mets ma casquette WECF, le travail que nous avons fait notamment pour faire reconnaître la dimension genre de la précarité énergétique. En 2 mots, mais vraiment en 2 mots, pour rebondir avec l'intervention de M. Tom de Schutter, comment voyez-vous cette interaction entre les citoyens, les citoyennes et les villes et les municipalités? Concrètement, comment est-ce qu'il peut y avoir davantage de contributions effectives, que vous soyez source de propositions et pas seulement bénéficiaire d'aide? Oui, alors être source de propositions, ça veut dire qu'il faut créer des dynamiques qui permettent à ces populations de se retrouver pour s'exprimer dans les temporalités qui leur conviennent, dans les espaces qui leur conviennent et tenant compte de leur réalité. Aujourd'hui, ce qu'on voit, que ce soit au niveau des communes, mais aussi au niveau de la région wallonne et aussi au niveau du monde académique, etc., c'est qu'il y a des lieux de réflexion très intéressants, mais il y a une forme de désynchronisation par rapport à la relation aux populations et à leurs besoins. Donc comment est-ce qu'on synchronise en quelque sorte? Donc autrement dit, comment soutient-on les acteurs qui sont des acteurs qui offrent l'opportunité de la vraie représentation, donc pas une participation occasionnelle ou bien au bout d'un chemin pour voir s'il y a encore une virgule peut-être à changer, mais une participation constante à l'ensemble des dispositifs. Par ailleurs, je pense qu'il faut réfléchir à toutes les dynamiques dans les villes, dans les communes, etc., qui ont un sens plus collectif dans les réponses à construire, sens plus collectif en termes de chauffage, en termes de rénovation, en termes de mobilité, mais évidemment sens plus collectif, non pas en le livrant simplement aux citoyens, parce que si on le livre simplement aux citoyens, ce sont les citoyens les plus forts qui peuvent s'en saisir. Donc c'est dans les quartiers aisés qu'on sera capable de s'organiser et de s'en saisir. Donc comment fait-on pour orienter? Ça veut dire mettre des travailleurs, ça veut dire mettre des moyens financiers à ces endroits-là pour pouvoir travailler avec les endroits, les quartiers, les rues, des populations, etc., sur la réponse concrète de façon collective à leurs bénéfices. Merci. Mais voilà quelques propositions qui vont certainement pouvoir être débattues par la suite dans nos ateliers. Je vais rester encore à l'échelle de la Wallonie et demander maintenant à Sylvie Makers de nous expliquer comment les associations environnementales s'impliquent aujourd'hui sur l'adaptation. Vous êtes donc directrice générale de Canopéa. C'est un réseau de plus de 130 associations ici en Wallonie. Comment est-ce que vous voyez l'adaptation comme un levier d'action? Quelles sont les actions concrètes que vous menez et vos attentes aujourd'hui pour ce sommet et d'une manière plus générale? Oui, donc en effet, nos associations concrétisent en effet des actions d'adaptation au jour le jour. Et ça, d'une manière extrêmement locale.
et donc d'une manière extrêmement concrète. C'est ça qui est vraiment intéressant, je pense. Et chacune des associations travaille sur base de sa thématique de cœur, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit justice sociale, qu'elle soit environnement, biodiversité, alimentation, etc. Et tout ça, justement, je veux dire, la somme de ces différentes petites actions forme un paysage quand même assez complet d'initiatives qui sont vraiment efficaces et qui apportent une vision systémique à tout ce qui est lutte contre des solutions, en tout cas pour ce qui est adaptation, mitigation, etc. Et donc, effectivement, la force de nos associations, c'est qu'elles sont robustes, au sens un peu, je veux dire, organique du terme. Elles sont en tout cas agiles aussi, et elles permettent aussi, et elles utilisent des citoyens, elles utilisent des bénévoles, et tout ça fait en sorte qu'effectivement nous avons une certaine agilité, une certaine capacité de répondre rapidement à tout ce qui est enjeu environnemental, et ça de manière très, je veux dire, oui, très inorganisé, mais ça fonctionne, si je puis dire. Quand vous avez un Atagora qui acquiert des espaces pour pouvoir les sauvegarder et les gérer, mais vous pouvez avoir une toute petite association sur un espace très défini qui va aussi amener des solutions, et en collaboration, par exemple, même avec l'administration. Vous avez des gens qui parlent de ceinture alimentaire, qui parlent de ceinture énergétique autour de certaines villes. Vous avez Terre en Vue, justement, qui facilite aux agriculteurs, qui sont une vision agroécologique, qui facilite l'accès aux terres. Donc vous avez toute une série d'exemples qui donnent vraiment des solutions. Maintenant, ce que nous constatons aussi, c'est que, je vais peut-être aussi rebondir sur ce que Christine dit, l'investissement qu'on met dans nos associations est extrêmement faible quand même, quoi. Nous sommes avec des myriades de bénévoles, des myriades de gens qui s'investissent au jour le jour, et je pense que les gouvernements n'ont pas encore pris la mesure de l'avantage écologique que nous menons dans ces différentes actions. Donc là, je dirais que voilà vraiment notre rôle, voilà vraiment aussi, alors nous en tant que fédération, on est plus évidemment dans tout ce qui est plaidoyer et porter la voix de nos membres vers les différents gouvernements. Maintenant, vous me posiez aussi la question, qu'est-ce que j'attends du pacte vert ? J'en attendais beaucoup, j'en attends moins maintenant. Quand je vois effectivement les différentes manières que l'on a de détricoter tout ce qui est farm to fork, tout ce qui est pesticides, tout ce qui est mise en jachère, tout ce qui est, et même aussi encore hier, une réduction fameuse sur la régularisation des nouveaux OGM, mais je suis extrêmement inquiète. Et nos équipes sont vraiment effondrées de ces changements. On a le sentiment qu'on a travaillé pendant 3 ans, et plus que ça, puisqu'on travaille depuis 50 ans sur le sujet, et on constate qu'effectivement, pour quelques intérêts particuliers, eh bien, tout est détricoté sans avoir une vision à long terme, et ça, on le regrette évidemment énormément. Quand on voit les agriculteurs qui veulent utiliser des pesticides, tout en sachant qu'ils sont susceptibles d'avoir la maladie de Parkinson ou toute autre maladie, j'ai quand même du mal à comprendre. Quand je vois qu'effectivement on recule sur les parcelles enherbées, qui sont quand même une espèce de protection d'une part des publics fragilisés ou des publics à côté des champs, et que de nouveau on met en risque un certain nombre de populations, et on met en risque aussi le peu de vaccins pour la biodiversité que représentent ces différentes parcelles. Mmh. Alors quels sont justement concrètement, je dirais, les points clés sur lesquels vous souhaitez que l'Europe s'engage à nouveau et renforce son engagement, puisque nous allons très bientôt avoir des élections au mois de juin. On a un très joli mémorandum. Quels sont pour vous les éléments clés ? Dites-nous. Mais en effet, en tout cas, nous, ce qu'on cherche aussi, bien entendu, c'est vraiment l'atteinte de ces objectifs climatiques. Mais ça ne doit pas être un vœu pieux, parce qu'effectivement, ici, on dit oui, les objectifs climatiques vont être atteints, mais on ne voit pas non plus la manière dont ces objectifs vont être atteints. Pour moi, remplir des pipelines de CO2
vers le nord de l'Europe, ce n'est pas non plus une façon idéale de remplir les objectifs climatiques. Donc, de nouveau, je vais reprendre la cravate de Jean-Pascal, il faut d'abord aller là. En plus, après, on est bien d'accord que sur nos parcelles, notre territoire, il faut jouer sur l'atténuation et des solutions fondées sur la nature, etc., pour pouvoir agir. Et en effet, tout ça dans un contexte, en effet, de justice sociale où on laisse personne sur le côté. Merci beaucoup et bravo pour votre intervention. Vous me donnez une transition parfaite pour retourner vers l'Europe avec Monsieur Peter Schmidt, qui est président de la section NAT du Comité économique et social de l'Europe. Alors, comment voyez-vous justement l'action de la société civile, son rôle dans la mise en œuvre du pacte européen, du pacte vert, notamment en ce qui concerne les travailleurs, les employeurs? Quel rôle ont-ils à jouer dans ces stratégies européennes? Et puis, comment est-ce que le CESE, à travers ses recommandations, peut influencer la politique européenne pour apporter davantage de visibilité, de force à ce mouvement des acteurs non étatiques qui agissent, qui sont là sur le terrain et qui veulent de l'ambition? Oui, merci beaucoup. Je vais parler en anglais. C'est comme Andreas, c'est un peu plus éloquent. Let me speak in No English problem. and take your As you wish. headphones. So I don't want to be too technical, but let me explain it first, so what the ESC is about, that you understand what we are doing and how we are working. In Germany, we do not have this kind of construction, but at the European level, we have a quite an interesting construction, which means the composition of the ESC is about three groups. We have employers, we have trade unionists, I'm a trade unionist, and we have civil society actors, farmers, environmentalists, consumers. So what we do is we produce opinions, and then we hope that Elena and the colleagues of Elena and the colleagues in the parliament or in the council are taking it into account, and then they go to the policy-making process and say, okay, civil society likes this, and we put it directly into the policy-making. That's in an ideal world, and that if they would do that, we would not have the problems in which we are now. It's that simple. If we would listen to Christine, we would not have this kind of poverty and growing poverty what we have now. So that's why we are working in a facilitating process where we engage stakeholders, business sector. They are, by the way, in a certain and in a large extent already dedicated to the change to make a difference now, with trade unions and with civil society actors. So we invite them and we work and we produce opinions. So make it concrete that you have an idea what it means. 2016, we made an opinion on comprehensive food policy for Europe. Today, people say farm to fork. This was 2016. And I'm not that naive that I believe that the Commission said, Peter was rapporteur on a paper, and now we have to make farm to fork. And that's why we create a kind of Green Deal and Fit for 55 and all the packages, which is, by the way, a good example how policymakers could act. And now the but. I'm not convinced that they have taken that because the nice European Economic and Social Committee produced a couple of papers. We reacted on the Green Deal. We said, Green Deal, fine, but where's the social aspect? We need a green and social deal, or not just the Green Deal, because this will have an effect, and we will get into social tipping points once people go to the street. What was the reason why the Commission has taken, the idea of the Green Deal and then later farm to fork? It was indeed civil society, but it was a part of the civil society. It was the youth. It was the youth movement who brought the pressure from the street to policymakers in order to react. It was not our institutional approach, it is the youth. And I'm coming now to the point which is super dangerous from the time being. We know what happened over the last days on the street. Farmers. Farmers went to the street and they told policymakers,
no, sorry, this is not what we want. And I've a big sympathy for farmers because I'm in charge of all agricultural issues. And of course, I do not share the narrative of this story, saying the Green Deal is the way that we are suffering. No, that's wrong. This is not the point. But what I want to say is, as a representative of civil society, and again, I stress all the three groups, it is extremely important that policymakers are listening to the society. It's extremely important that they involve us in a way. If they don't do that, then we get there where we are. They should not listen to the ones having access every day to policymakers. And I'm talking about the big elephant in the room. Listening to all my speakers, for this transition, we need money, ladies and gentlemen. We need money for the transition. And this money is not falling out of the blue. So this money is already on this planet, but it's totally wrongly distributed. A couple of families have billions, and no one is touching the rich. And this is a scandal. So we need this kind of money in order to make the transition. And no one is talking about that. We do not understand it. Merci. My private position here is, I know this is not the official position of the ESC, but I'm fighting for this. And some people here in the room would say, okay, so there's an answer for this. Tax the rich. That's all. Merci. Un plaidoyer très fort, beaucoup de transformations demandées qui sont essentielles, effectivement. Je vais me tourner vers Sven Harmeling du Cannes Europe. Vous dirigez, vous êtes responsable des politiques climat du Cannes Europe, un très grand réseau d'organisations à travers tout le continent qui œuvrent évidemment pour lutter contre le changement climatique, mais qui a un message très clair sur la nécessité d'équilibrer atténuation et adaptation, notamment dans les financements, sur la nécessité aussi d'avoir une transformation du système, un système qui nous mène dans le mur aujourd'hui. Alors, dites-nous spécifiquement au niveau du Cannes Europe, quelles sont vos attentes sur ce pacte vert? Comment peut-il être renforcé au niveau des politiques d'adaptation? Qu'est-ce que, très concrètement, on peut faire aujourd'hui qui est à la fois réalisable mais qui est transformateur en même temps? Yeah, thank you very much first for the invitation to Climate Action Network Europe, and I think this is a very critical initiative here. Adaptation is absolutely essential. People across the planet, and including in Europe, of course, feel the impacts every day. And we also will prepare ourselves for the upcoming European Climate Risk Assessment and do our job in using that for highlighting the need to act and the urgency to act. I'm also very glad that we've been already talking a lot about the issue and the need to address social aspects of climate policies. And of course, thinking how climate policies can help addressing some of the inequalities we're facing, not only in Europe, of course, but even in large parts of Europe. I think that's a very critical part, and I must say maybe something which we also haven't looked enough into in the past. Climate Action Network Europe is a network of more than 200 organizations, civil society organizations across Europe. And I would like to stress it's far more than just environmental NGOs in the classical sense. We have health organizations, we have human rights organizations, we have development organizations as members. And I think the fact that our membership has grown over the last years with more and more actors from different parts of society is also a reflection of the fact that everyone sees climate change is having its impacts in every sector of society. And every sector of society needs and can contribute. So I think that's just important from my perspective to stress. In terms of what we need from European policies, I think a lot of important things have already been said, but I think there are still much more ways to develop climate policies or policies that contribute to our climate goals, both mitigation and adaptation, in a way that they better address inequalities and they better take into account aspects of poverty and the differential vulnerabilities across our societies, within cities, and so on. So
basically, and one critical part of that is, and Peter referred to it, finance. Where is finance spent? How is it spent? And of course also where finance is coming from. I think we still need to look into a more polluter pays-based approach. The fossil fuel industry across Europe, globally of course in particular, but even across Europe, is still too influential and still works often against the goals of the European Green Deal and of course even more ambitious goals. Yes, we have the European emissions trading system, which is a start of a financing mechanism basically and can be used much more to also redistribute a finance that is leveraged from the emissions that are produced. But I think we need to go further, and there's still potential in most of the member states to use more of the ETS revenues, which today I think make up around 40 billion euro every year, and use more of that to invest into climate action in a way that we've discussed, in a way that it takes into account where are particular vulnerable groups, poor groups in society, not only affected by climate policies, but also by climate change impact itself. So I think finance is a critical part, and there are ways to redirect fossil fuel subsidies even further and so on. I think that's something which really needs to be tackled. We also miss a clear plans for fossil fuel phase out in the next 10 to 15 years, depending on different source of fossil fuels. This is missing from the recent European Commission communication for the 2040 target. I don't want to go into too much detail on our opinion on this 2040 target. We think the 90% is not sufficient. It's a start at this point of the discussion, but we need to go further. And just a few weeks ago, we released a study which basically concluded that if we would accelerate climate ambition in terms of emission reductions by 2030, we could generate additional co-benefits or social and economic benefits of over €1 trillion compared to what's currently on the table. So there's massive benefits in terms of health, in terms of ecosystem protection, and so on. And I think I would like to say a few words about ecosystem-based adaptation, because I think it's very critical, and that's why we also put a lot of attention to it. There are so many studies and findings from all over the planet, including Europe, how critical it is to preserve ecosystems, how difficult it would be to bring back the ecosystem functions in terms of water, in terms of protection against floods, protection against heat waves, or at least managing the impacts of it. And once we lose these functions in local places, it's extremely difficult and costly to bring them back. So I'm very interested, and that this was mentioned also on the panel here, some examples from Cologne and potentially other cities where this is really looked at in a critical way. And of course, these ecosystems are also critical from a mitigation perspective and storing carbon. We also feel that we need a European adaptation law, which complements the European Green Deal, which complements some of the other laws that have been agreed, like the nature restoration law. But this is important from a perspective of increasing political attention, legal attention, and also we feel that the initiatives that were there over the last years, like the European Adaptation Strategy, they have helped in a certain way, but we haven't moved far enough and quickly enough in Europe, despite the climate impacts unfolding very quickly. So maybe I leave this for the moment. These are some of the very critical elements we would look at the next Commission, at the next Parliament to bring about, and maybe one final word on the elections. I think it's very critical, and we know that there are groups, there are parties out there who even deny the existence of climate change and who even deny the necessity to basically tackle it, and I think it's very critical. And often these groups are the same as denying other important benefits in our society and our democracies. And so I think it will be very critical to bring our messages together here in a way that we ensure whatever the party composition is in the future, that we don't move any centimeter backwards on climate action, because we can't afford it also from a social and economic perspective. Thank you. Merci Sven. Je reviens au français, excusez-moi. Des messages très importants. Effectivement, le CAN, ce sont des organisations environnementales, mais également de droits humains, sociales, qui travaillent sur les questions de genre, comme WECF, dont nous faisons partie. Et pas de recul, au contraire, nous voulons aller beaucoup plus loin. C'est absolument essentiel dans les stratégies européennes.
Alors, nous avons vu les réseaux de villes, nous avons vu les associations citoyennes environnementales. J'aimerais maintenant me tourner vers Adeline Rochet. Vous êtes responsable de programme chez Corporate Leader Group Europe, également un réseau européen d'entreprises. Vous faites partie du bureau européen du Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Comment est-ce que les entreprises aujourd'hui intègrent cette question de l'adaptation, cette question de la sustainability, je dirais même de la sufficiency, peut-être que c'est jusque-là qu'il faut aller aujourd'hui. Vous avez quelques minutes, on arrive en termes de ce débat. Allez-y, vous avez la parole. Je vous remercie et je voulais remercier bien entendu l'association Climate Change, la présidence belge, les autorités wallonnes de l'opportunité de parler aujourd'hui et de l'organisation de ce sommet qui, je pense, est vraiment un moment important parce qu'on voit bien que il faut continuer les efforts de mitigation, enfin de réduction des émissions, mais que les efforts d'adaptation ne peuvent pas attendre non plus et qu'en même temps, aussi pour faire écho à ce que disait monsieur le sénateur Dantec précédemment, il n'y a pas forcément d'opposition entre les deux et il se trouve qu'il y a un bon nombre de solutions qui, de fait, permettent la réduction d'émissions et d'accroître la résilience face aux catastrophes climatiques, entre autres, parce qu'en fait, on est quand même dans un état de crise assez général depuis plusieurs années en Europe. Donc, c'est aussi dans ces solutions-là et avec cette optique-là que les membres de notre réseau essayent de s'organiser et d'investir. Quand je dis investir, c'est aussi investir vraiment financièrement dans des solutions d'adaptation et des solutions de mitigation, parce qu'ils ont compris que ça relève de leur propre intérêt pour sécuriser leurs infrastructures, sécuriser leurs opérations, sécuriser leur chaîne de valeur, et que l'histoire a montré que les entreprises qui ne regardent pas suffisamment à comment se passent les écosystèmes, quel est l'impact des effets climatiques sur leurs propres opérations, finalement en payent un prix beaucoup plus élevé. Juste un mot pour présenter peut-être le Corporate Leaders Group. C'est effectivement une coalition d'entreprises qui souhaitent aller plus vite et plus loin dans tout ce qui est politique de durabilité, politique en faveur du climat, et en faveur de la nature aussi. Et ça a été créé par le Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Je le dirai en français parce que je n'ai pas trouvé de traduction satisfaisante. C'est né aussi d'un effort de l'Université de Cambridge d'accompagner les entreprises dans leur propre chemin vers la durabilité. Parce qu'il y a le fait de parler de durabilité et de pratiques durables et le fait de savoir comment on l'intègre à ses propres opérations et à ses propres investissements. Et donc il y a aussi tout cet effort qui est fait autour de la compréhension des enjeux de durabilité, de la compréhension de la mise en œuvre très pragmatique de la durabilité au quotidien. Et donc c'est une coalition qui vise à faire maintenant aussi du plaidoyer auprès des institutions européennes pour que leurs propres initiatives et leurs propres bonnes pratiques deviennent la réglementation de demain. Parce que c'est bien d'avoir des leaders et des entreprises qui investissent beaucoup, mais si ça ne se transmet pas à tous les acteurs économiques, notamment via de la régulation et une régulation claire, ce ne sera pas suffisant. Les membres de CLG Europe veulent aussi montrer qu'investir dans la durabilité, ça n'est pas que... Il y a bien sûr un côté assez altruiste chez certains du personnel, mais au niveau des entreprises, c'est aussi parce qu'ils y voient un intérêt et un retour sur investissement. Et là, c'est un des aspects sur lesquels s'organise le plaidoyer, c'est de demander qu'on ait plus de prévisibilité dans les réglementations et une meilleure collecte des données, par exemple autour des risques financiers associés aux catastrophes climatiques, aux catastrophes environnementales. Cette demande de prévisibilité, c'est la raison pour laquelle on s'est fortement mobilisé en faveur d'une ambition de réduction des émissions de au moins 90%. Alors, le au moins n'a pas été repris, il semblerait, à ce stade, mais on continue de pousser pour le au moins 90%. C'est plus simple aussi pour ces entreprises-là d'obtenir des financements de la part des grosses institutions, des banques, etc., si elles savent que le chemin, on sait que c'est 100% de réduction d'émissions à l'horizon 2050. Mais comment s'organise le chemin, quelle est la pente de réduction des émissions, tout ça, c'est des éléments de
prévisibilité, de certitude, qui sont très utiles pour les entreprises pour avoir accès au financement dont eux-mêmes ont besoin. Ils investissent une part de leurs fonds propres, mais ils vont aussi voir leurs banquiers. Et avoir cette approche aussi très transsectorielle, d'avoir aussi les acteurs de la finance participer à la discussion autour de la durabilité, c'est quelque chose qui est nécessaire. Et je vais peut-être conclure là-dessus, une autre grande famille, on va dire, de plaidoyer sur lesquels on travaille, c'est d'avoir une meilleure compréhension du risque, une collecte de données. J'entendais que les projets d'adaptation sont très souvent locaux. C'est vrai, parce on fait face, quand j'ai, par exemple, parmi mes membres, Iberdrola qui fait de la renaturation autour de ces champs de panneaux solaires, je ne sais pas si on dit un champ, mais de ces installations de panneaux solaires. Ce n'est pas la même chose que Cemex, qui est producteur de ciment, qui remplit les anciennes carrières pour redonner. Et tout ça, c'est des solutions qui aident à la stabilisation des climats locaux, qui aident à avoir des sols plus résilients vis-à-vis des sécheresses ou vis-à-vis, au contraire, des précipitations. Ça a aussi un impact positif sur la biodiversité. Donc, il y a des investissements qui font eux-mêmes en fonds propres, mais à l'échelle globale, si on n'a pas un risque quantifié, valorisé, monétarisé, alors c'est beaucoup plus difficile d'obtenir ces chaînes d'investissement, c'est beaucoup plus difficile de savoir qui doit payer quoi à quel moment, si on n'a pas des données globalisées, de la collecte de toutes ces petites, entre guillemets, problématiques locales. En fait, elles s'agrègent pour donner des problématiques globales. Et c'est des données qui sont encore trop peu disponibles, très fragmentaires ou mal comparables. Et donc, ça paraît un peu tout bête, mais il y a un effort de réglementation autour de la donnée, et notamment de la donnée financière, qui est en progression, mais on n'est pas encore là où on devrait. Qui doit faire encore des progrès. Merci. Nous pouvons vous applaudir. Merci pour votre intervention. Donc, plus de prévisibilité, plus de visibilité sur ces réglementations, davantage d'ambition dans la contribution, l'implication des entreprises, la dimension sociale. J'espère que vous aurez l'occasion, dans ce sommet et dans les 2 jours qui viennent, de la développer davantage, peut-être dans des ateliers sur lesquels vous êtes impliqués. Donc, tous nos panélistes vont pouvoir maintenant entrer vraiment dans le concret, dans le détail des mesures. Vous restez avec nous 2 jours. Avant de conclure ce panel, je remercie tous nos panélistes. Je vais vous demander de rester ici pour une petite photo. Nous avons maintenant 2 grandes interventions, nos keynote speakers, qui vont nous replonger dans la réalité à laquelle on doit faire face, aujourd'hui et dans les années à venir, qui est violente, je pense, par certains côtés, mais sur laquelle nous devons être tout à fait lucides pour pouvoir agir à la mesure de ce qu'il faut faire. Donc merci encore, travaillons ensemble dans les 2 jours qui viennent, et pour l'instant, une photo de famille, s'il vous plaît.